Bonjour, dans le cadre de cette série de vidéos destinées aux sciences de la formulation, et plus particulièrement la méthodologie de la formulation, nous allons évoquer dans cette vidéo la notion de boucle de la formulation. L'objectif, c'est de vous fournir des connaissances et des compétences pratiques et pertinentes à la méthodologie de la formulation. Il vous permettra de connaître le contexte et les différentes étapes à parcourir pour réaliser un produit. Et connaître aussi les différentes stratégies pour l'élaboration d'un produit issu de la formulation. Comme on avait dit auparavant, la formulation consiste à concevoir des produits d'usage courant qu'on utilise quotidiennement. Par exemple, les détergents qu'on utilise pour nettoyer les tissus, les sols, les vitres, etc. Les produits pharmaceutiques pour guérir l'être humain et animal. La fonction d'usage, c'est la guérison. Les produits cosmétiques et d'hygiène pour notre bien-être. Pour les produits de construction, le ciment, les bétons, les briques, les armatures d'acier pour construire les routes, les bâtiments, les œuvres d'art, etc. Et ça peut aller, on ne peut pas arrêter toutes les industries de la formulation, on peut aller jusqu'à l'huile avec laquelle on lubrifie nos moteurs de voiture. Bref, il y a beaucoup de produits issus de la formulation. On avait évoqué ça dans une séquence précédente. Alors, quelle est la méthodologie adoptée pour réaliser un produit? Il y a plusieurs approches. L'approche de l'établissement de cahier des charges qui pourra être établi par le client ou bien en commun accord entre le client et le formulateur. Et parfois, ce sont des innovations. Les sociétés proposent des formulations qu'ils ont étudiées auparavant en analysant le marché, les besoins des clients. Bref, un cahier de charges définit les besoins et la fonction d'usage. Le formulateur décline ces besoins en matières actives et en matières auxiliaires. Les matières actives doivent remplir la fonction principale, les matières auxiliaires doivent remplir les fonctions secondaires. On va donner un exemple d'une peinture architecturale. Dans le cahier des charges, on peut préciser quel type de peinture. Est-ce que c'est une peinture à eau ou à huile? Est-ce qu'on va l'appliquer à l'intérieur? Ici, il y a une faute. Application à l'intérieur ou à l'extérieur? Application intérieure ou extérieure, c'est correct. Nature de substrat. Est-ce qu'on va l'appliquer sur un mortier, sur du béton, sur un plâtre, sur un métal? On peut aller plus loin en définissant les caractéristiques physico-chimiques de cette peinture. La densité, la viscosité, l'extrait sec, la dureté, etc. Ça fera l'objet d'un cours destiné à la peinture plus tard. On peut préciser aussi, est-ce qu'on va l'appliquer par pinceau, par rouleau ou par pistolet. Donc tout ça est indiqué dans le cahier des charges. Alors,
nous avons dit que le formulateur décline ce cahier de charge en matière active et en matière auxiliaire. Dans les problèmes de formulation, la compétence du formulateur qui propose différentes natures des constituants à mélanger. Parce qu'il y a par exemple, plusieurs types de liants, plusieurs types de pigments. Bon, il peut proposer les différentes natures des constituants à mélanger pour remplir les exigences de ce cahier de charge. Mais il est souvent confronté, c'est-à-dire le formulateur, à des exigences techniques, bien à des exigences réglementaires, des exigences de procédés. Donc, on définit la plage des variations, des proportions pour remplir ce cahier des charges. N'oubliez pas que la formulation a plusieurs dimensions. Il doit obtenir un produit homogène qui doit être stable, qui a une durée de vie satisfaisante et qui respecte les conditions de sécurité, le respect de l'environnement et bien sûr un coût raisonnable. Parce qu'il y a la concurrence sur le marché. Alors, l'expertise chimique consiste à choisir bien sûr les constituants. Donc, le rôle de formulateur, c'est dans quelle proportion doit-on mélanger ces constituants pour avoir la qualité requise, exigée par le client. Les contraintes, dans le domaine de la formulation, il faut que la proportion massique, volumique ou molaire des constituants doit être comprise entre 0 et 1. Les proportions des constituants sont considérées comme des variables, c'est-à-dire l'effet de la concentration des constituants joue sur la qualité finale du produit. Donc il faut avoir un mélange optimal qui permet de répondre au cahier de charge. L'hypothèse numéro 1 dans la formulation dit que les constituants sont préalablement choisis, leurs proportions massiques, volumiques ou molaires sont non nulles. Ça veut dire, si on choisit les constituants, on doit tous les mettre. Il n'y a aucune raison de choisir un constituant sans le mettre. Et je donne toujours l'exemple de panaché. Si on prétend, si on décide de faire un jus, un panaché à partir de 3 jus, orange, banane ou mangue, bon, il n'y a aucune raison de soustraire un jus si on veut réaliser ce panaché. Mais le problème reste, quelle est la teneur de chaque jus pour avoir un jus final, un panaché final qui aura une acceptabilité par les utilisateurs, par les clients. Donc ça, c'est le jeu de la formulation. Vous avez un ternaire, comment choisir un mélange ou un ensemble de mélanges qui ont un certain goût et une certaine acceptabilité au niveau du marché, au niveau du public ciblé. Donc, on avait dit que les proportions des constituants peuvent être exprimées en proportions massiques, volumiques ou molaires. Les constituants, leurs proportions massiques, volumiques ou molaires, sont donc non nulles et doivent être comprises entre 0 et 1. Une fois qu'on a choisi les mélanges, les constituants, il faut les mélanger. Donc, la deuxième hypothèse dans les sciences de la formulation dit que on sait fabriquer un mélange
on dispose d'une technologie adéquate de mélangeage. Donc, il faut bien choisir la méthodologie de faire le mélange. Choisir le type de mélangeur, de réacteur, le mobile d'agitation, à quoi on va mélanger, le temps d'agitation, la vitesse d'agitation, l'ordre d'addition des constituants, les quantités, etc. Là, il y a plusieurs situations qui peuvent se présenter. Est-ce qu'on mélange des liquides? Est-ce qu'ils sont miscibles, non miscibles? Est-ce qu'ils sont de viscosité proche ou différente? Est-ce qu'on a d'autres phases solides, liquides? Il y a plusieurs possibilités. Donc ça, c'est le cœur de génie de la formulation, c'est la méthodologie, c'est le génie de mélange. Alors, une fois que cette opération est réussie, on obtient le produit final qu'on doit caractériser, mesurer ses caractéristiques. Donc, une fois qu'on mélange, on doit mesurer les réponses qui sont les caractéristiques d'un produit. Généralement, un produit a plusieurs caractéristiques. Je rappelle le cas de carreau céramique. Pour mesurer les propriétés mécaniques, la dureté, on peut mesurer la porosité, on peut mesurer la rugosité, on peut mesurer les dimensions, les variations des dimensions, est-ce qu'il n'y a pas de retrait avec le temps, c'est-à-dire une diminution des dimensions de carreaux, ainsi de suite. Dans le cas des peintures, lorsqu'on fait le mélange, on doit mesurer les caractéristiques, la viscosité, l'application, quand on l'applique, quelle est la durée de séchage, est-ce qu'avec le temps, il n'y a pas de cloquage ou des craquelures, etc. Donc, on doit mesurer les caractéristiques de cette peinture. On peut mesurer la finesse, on peut mesurer le pouvoir couvrant, c'est-à-dire est-ce qu'il cache les saletés sur le mur ou non. On peut mesurer la teinte, la couleur, est-ce que c'est homogène ou n'est pas homogène. Il y a beaucoup de caractéristiques qui peuvent être mesurées sur un produit lorsqu'il est formulé. Le choix des réponses et de leur mélange doivent être les plus pertinentes. Donc la troisième hypothèse, dans le domaine de sciences de la formulation, il dit qu'on dispose des méthodes de mesure dont on connaît la qualité, les réponses sont quantitatives à variation continue. C'est-à-dire, on suppose que les variations sont continues, il n'y a pas de discontinuité dans les valeurs de mesure. Ça, c'est un fait très important dans le domaine des réponses dans le cas des sciences de la formulation. On suppose que les réponses varient d'une manière continue. Lorsqu'on élabore le produit, on peut l'observer dans une première étape, voir les caractéristiques d'un aspect qualitatif. Mais on ne s'arrête pas là, on va jusqu'à la mesure, il faut mesurer quantitativement les réponses. Alors, la mesure nécessite certaines techniques. Ces techniques, c'est la métrologie. Il faut faire des mesures avec beaucoup de précision. Il faut au départ calibrer les appareillages. Il faut les étalonner. Il faut veiller sur la reproductibilité et la répétabilité des résultats.
c'est-à-dire changer l'opérateur, changer l'appareillage, etc. Et mesurer les incertitudes pour se prononcer sur la fiabilité des mesures. Une fois que les mesures sont collectées, il faut les analyser par les méthodes statistiques sous forme représenter les résultats sous forme de graphes, d'histogrammes, de boîtes à moustaches, etc. Et puis, si on a beaucoup de mesures, il faut s'assurer de la normalité des résultats, la distribution des résultats, analyser la variance et utiliser les méthodes statistiques pour se prononcer sur la qualité de produit. Donc, les étapes, la première étape, c'est choisir les constituants. La deuxième étape, c'est de mélanger. La troisième étape, c'est mesurer. Et là, on revient à la notion de génie de formulation qu'on avait définie, qu'on va définir, on a défini précédemment. D'abord, c'est le choix des constituants repose sur une expertise chimique. Le mélanger les constituants repose sur des considérations méthodologiques et technologiques. Lorsqu'on choisit le réacteur, le mobile d'agitation, la vitesse d'agitation, c'est une technologie. Donc, c'est les considérations technologiques. Quand on passe au mot pour mesurer les caractéristiques, il faut avoir un bagage dans la métrologie, c'est-à-dire mesurer correctement les résultats. Alors, les caractéristiques mesurées sont souvent exprimées dans des unités différentes. On trouve des masses, des forces, des viscosités, des épaisseurs, je ne sais pas quoi d'autre, des couleurs, donc on les mesure par les grandeurs caractéristiques des couleurs sous forme de rayons incidents ou réfléchis, etc. Donc, les caractéristiques sont exprimées en différentes dimensions. Alors, il faut les transformer. Il faut les transformer en termes de désirabilité pour apprécier la qualité finale du produit. Chaque caractéristique est transformée en désirabilité et pour chaque désirabilité, on lui attribue un coefficient. Ce coefficient, la désirabilité d'abord est exprimée en pourcentage, c'est-à-dire il varie de 0 à 1. Et pour apprécier la qualité finale du produit, on peut lui attribuer un coefficient. C'est au formulateur et au client de hiérarchiser ces désirabilités. Quelle est la plus importante? Quelle est la caractéristique qui a beaucoup d'influence sur le produit? Donc, une fois qu'on décide de choisir les réponses les plus importantes, on leur attribue un coefficient qui tend vers 1. Donc, c'est pratiquement, c'est le même cas des bulletins scolaires. Les matières les plus importantes, on leur affecte le coefficient le plus élevé. Donc, la désirabilité globale sera la moyenne géométrique de toutes les désirabilités. La moyenne géométrique de toutes les désirabilités. La désirabilité globale est égale D1 W1, c'est-à-dire affectée de W1 fois D2 W2 fois D3 W3 fois D4 etc. DI WI
Et on normalise cette désirabilité globale en divisant par la somme de tous les coefficients avec lesquels on a affecté les différentes désirabilités. Si cette désirabilité globale est satisfaisante, on maintient le produit, sinon on réitère, on refait le mélange en changeant les constituants. On les mélange une deuxième fois. On peut varier les facteurs qui agissent sur le mélange, mesurer de nouveau les caractéristiques, calculer les désirabilités, c'est-à-dire transformer les caractéristiques en désirabilité. Et après, on va les fusionner pour avoir une désirabilité globale normalisée. Et comme ça, c'est une méthode itérative jusqu'à arriver à la désirabilité voulue. Et c'est ça la boucle de la formulation. Donc c'est une méthode qui apparaît très fastidieuse. Lorsqu'on fait beaucoup d'expérience, ça devient fastidieux. Mais on va évoquer plus tard comment peut-on surpasser cette difficulté en ayant recours à la modélisation. Donc si je récapitule, la méthodologie de la formulation consiste d'abord à choisir les constituants sur la base de l'analyse des cahiers de charges. Choisir les constituants repose sur une expertise chimique, principalement. Parfois, on a besoin de notions de biologie, de biochimie, si on a affaire à des produits destinés à la pharmacie ou bien à la cosmétique. Une fois que ces produits sont choisis, on les mélange avec les techniques appropriées, en choisissant les bons dispositifs, les bons ustensiles pour faire un mélange adéquat. Et une fois le mélange réalisé, on mesure les performances les caractéristiques qu'on peut transformer en désirabilité. Ces désirabilités sont pondérées avec des coefficients et on calcule la désirabilité globale et on décide sur le sort de produit, est-ce qu'il est de bonne qualité ou bien on doit refaire pour ajuster. C'est une approche multifactorielle. On en parlera prochainement sur la notion de désirabilité. Comment peut-on faire une approche pour réaliser des produits qui peuvent satisfaire le cahier des charges. Voilà un aperçu sur la notion de la boucle de formulation et à la prochaine séquence. Merci.